Diriez-vous aujourd'hui que le porno est tabou? Après tout, on en parle, on en voit quotidiennement. En fait, ça fait partie de nos habitudes, de la pop culture même. On a passé une trentaine d'années à glamouriser la pornographie, petit à petit, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, dans les clips qui passaient à la télé, sur les réseaux sociaux. On s'est habitué à la transgression. Donc on le consomme, on le pratique, de plus en plus jeune. Mais après m'être plongée plusieurs mois dans ce monde pour ce documentaire, je m'interroge. Jamais nous nous sommes demandé à quel moment cela pouvait être trop. Trop souvent, trop violent, trop jeune, trop addictif. Sommes-nous restés bloqués 15 ans en arrière? Comme si l'internet haut débit, les réseaux sociaux, les plateformes gratuites et les téléphones portables n'avaient pas tout changé. Pourtant, vous allez le voir, tout a changé. Bonjour Madame Tran. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Céline Tran, je suis coach en développement personnel, praticienne en hypnose et formatrice. J'enseigne aussi le yoga, je suis aussi praticienne en massage bien-être. Et ma spécialité, c'est l'accompagnement autour du rapport au corps et des troubles de la sexualité. Vous pourriez nous faire un petit peu le parcours que vous avez vécu, parce que bon, Oui. il s'est passé beaucoup de choses, mais... Je vais résumer mon parcours. Alors, j'ai écrit un livre à ce niveau-là qui s'appelle « Ne dis pas que tu aimes ça ». J'ai grandi en Haute-Savoie, dans une famille aimante qui m'a poussée à faire des études, mais je me suis rendu compte que c'était pas ma tasse de thé, j'y trouvais pas ma place. Je suis passée rapidement par la case Sciences Po, je me suis tournée vers les lettres qui était ma passion. J'ai obtenu mon DUG et puis après, j'ai complètement bifurqué. Je suis passée par la case X où je suis restée 13 années en tant qu'actrice, aussi en tant que réalisatrice. Et puis ensuite, j'ai fait le choix d'explorer, de me former et c'est ce qui m'a permis de faire le métier que je fais aujourd'hui dans l'accompagnement. Vous avez été une des actrices les plus connues et les plus primées de France. Et quel regard vous avez en fait aujourd'hui sur la pornographie? Ça fait 10 ans que vous avez pris votre retraite? Oui, ça fait 10 ans. Alors sur la pornographie... en général, en gros, je veux juste avoir un petit peu une vision d'ensemble. Le regard que j'ai, il est assez critique. C'est normal, j'ai pris du recul. Moi, j'ai changé en tant que femme et puis en plus, je me suis formée dans l'accompagnement. Donc, j'ai forcément des connaissances, des grilles de lecture qui me permettent d'avoir un regard d'analyse différent. Et le milieu aussi, le milieu de la pornographie, ses représentations ont énormément évolué parce que pour donner un point de repère, quand j'ai commencé, on était encore dans l'ère VHS. Ouais. C'était l'avènement du DVD, il n'y avait pas encore les contenus sur Internet. Donc la pornographie était une histoire d'adultes, d'adultes consentants, professionnalisés, avec aussi le porno amateur, mais en tout cas, il y avait quand même une distinction très claire. Et c'était quelque chose qui était caché, c'était quelque chose qui était vraiment réservé aux personnes qui étaient dans cette recherche de contenu. Et puis depuis, il y a eu l'avènement d'Internet qui a fait que c'est devenu quelque chose d'hyper accessible, d'accessible en gratuit, de diffuser face à un public qui n'est pas censé être ce public-là, à savoir des mineurs, à savoir même des personnes qui ne cherchent pas forcément à avoir ce type de contenu. Et puis l'évolution, elle s'est faite aussi au niveau des sociétés de production. Il en existe encore, mais on va l'aborder. C'est devenu quelque chose d'assez omniprésent qui se fait de manière autonome et artisanale aujourd'hui. Donc ça s'est démultiplié, il y a beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de distinction. Donc moi, le regard que j'ai, effectivement, il est critique et assez inquiet, parce qu'il y a une sorte il n'y a plus de cadre en fait. Dans votre biographie, vous parlez de ce jour où vous êtes allée voir cette gogo danseuse qui vous a un petit peu, on va dire, donné envie de faire ça peut-être, en tout cas qui vous a intriguée, vous étiez curieuse, fascinée, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a une jeune fille qui venait vous voir, vous lui conseillerez, vous lui diriez de faire du X par exemple? Alors ça m'arrive que des jeunes filles, jeunes femmes, mais aussi des hommes me contactent pour avoir des conseils.
pour rentrer dans le milieu de l'industrie, pour justement avoir des adresses, des conseils pratiques. Et je leur réponds toujours, mais ma réponse est toujours la même, c'est non. Mais j'explique pourquoi. Déjà, effectivement, parce que le milieu a changé, donc il y a d'autres codes. Mais de principe, non, je vais vraiment le déconseiller parce qu'on peut beaucoup s'abîmer, en fait, dans ce type d'activité. Quand la personne aime le sexe, bah super, très bien, mais autant vivre ça dans un cadre intime, avec une personne qu'on a choisie, avec une personne qu'on désire, avec une personne avec qui on se sent en confiance. Et on peut avoir une vie sexuelle débridée, intense, extrême. Il n'y a pas besoin de s'exposer devant une caméra, ou alors de le faire, encore une fois, de manière intime et contrôlée. À partir du moment où ça devient un métier, il faut bien comprendre qu'il y a des contraintes, que la notion de désir est complètement biaisée, qu'il y a aussi une sorte de cahier des charges. Il y a bien souvent cette recherche de performance. Et le risque, c'est d'être piégé par l'image aussi. Et donc d'être déconnecté de ce que c'est qu'une sexualité, à mon sens, saine. Pour moi, une sexualité saine, mais ça reste que mon point de vue, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, c'est une sexualité où on trouve sa place, où on peut s'exprimer, où on a de la liberté, où on est dans le ressenti. Or, faire du porno, c'est être dans l'image. Et à partir du moment où on est dans l'image, le risque, c'est de se dissocier et d'être dans un état où finalement, où le corps est juste un outil de travail. Ouais, et où en fait on se regarde plus qu'on ne vit le chose, c'est peut-être un truc comme ça. Et il peut y avoir du plaisir là-dedans. Ouais. Ça a été mon discours. Je ne suis pas en train de renier ce que j'ai pu dire. Par contre, j'ai pris du recul et je me rends bien compte que même s'il y a du plaisir, même s'il y a la transgression, même si il y a plein de choses qui sont plaisantes dans le fait de faire ça, oui, mais il faut se poser la question de, finalement, qu'est-ce qui pousse à faire ça? Et puis, il y a ceux et celles qui sont en recherche de reconnaissance. Et bien souvent, il y a ça en arrière-plan. C'est j'ai besoin d'exister, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, j'ai besoin de me prouver que je suis à la hauteur, ou alors j'ai besoin de générer de l'argent. Ouais, mais à partir du moment où on est dans le besoin, le risque, c'est de tomber dans l'addiction ou de se laisser enfermer par ça. Vous avez fait une magnifique reconversion, parce que moi, je vous ai connue sur Internet. La baronne. Oui, exactement. Je vous ai connue avec le Visiteur du Futur. Donc, si vous voulez, moi, j'ai jamais vu, on va dire, Céline Tran comme étant une actrice X. Et donc, toute la question, c'est comment vous avez réussi, justement, à faire cette transition que très peu de personnes a réussi à faire. Ça a été un processus. Alors, il y en a plein qui ont réussi à se reconvertir. Simplement, certains ou certaines décident aussi de se retirer de la vie médiatique. Ouais. Donc, sachez que ça existe. Il y a de très belles reconversions et j'en connais. Mais parfois, une reconversion réussie, c'est une reconversion qui se fait dans la discrétion. C'est apprendre aussi à lâcher un nom, un personnage, des comportements. Lâcher ça pour accepter de revenir à soi et puis vraiment de se créer une nouvelle identité. Moi, j'ai justement abandonné mon ancien pseudo, ça a fait partie de ce processus. Je me suis posé la question déjà de l'image aussi que je véhiculais sur les réseaux sociaux, donc il a fallu que je me détache du besoin de séduire, d'exister à travers le regard des autres. J'en ai pas forcément conscience. Et puis après, je me suis dit, en fait, c'est bizarre, en fait, j'existe que par ça. Mais j'ai plein d'autres choses en fait à exprimer. On en revient à la confiance en soi, on en revient aussi à développer aussi des capacités. Ces capacités, je les ai développées en prenant le temps déjà de me poser la question de ce qui m'intéressait. Donc je me suis formée à plusieurs choses, donc l'hypnose, le massage, le yoga. J'ai eu des déceptions aussi, j'ai eu beaucoup de projets qui ont été avortés parce que, pour plein de raisons, je ne mets pas tout sur le dos, par contre, du porno. Ce serait un peu trop facile, mais bien sûr que ça a joué, donc ça n'a pas été facile. Et en même temps, la difficulté, elle a aussi son avantage, c'est qu'elle enseigne beaucoup de choses. C'est dans l'adversité, en fait, qu'on gagne de la force. Et peut-être qu'on cherche un peu trop la facilité aujourd'hui.
le côté accessible, le côté immédiat. Il y a un retour de bâton avec ça. Donc, ça n'a pas été simple, mais en même temps, j'ai beaucoup appris. Et justement, je crois que j'ai beaucoup plus appris dans le cadre de la reconversion. Sur mes 6 années en fait, d'apprentissage, j'ai beaucoup plus appris là qu'en 13 ans de porno, où finalement j'étais dans juste un autre système. Vous parliez de la transgression. Ouais. Ça fait partie pour beaucoup du processus de l'adolescence, du passage à la vie adulte, parce qu'on a besoin de casser les codes pour créer ses propres codes. Mais il faut bien comprendre que le porno, c'est juste un autre système avec d'autres codes, et c'est pas forcément ça, être libre. Mais c'est normal de penser que ça rend libre. Ouais, parce que sur le moment, quand on vient d'un truc un petit peu plus formaté... On va chercher l'opposé. Ouais. Mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on est dans le besoin, qu'on cherche la reconnaissance, on n'est pas libre. Parce que ça veut dire que finalement, on cherche l'approbation d'autres personnes. Donc, on peut aussi très bien s'asservir en transgressant. Qu'est-ce que vous verriez comme... qu'est-ce que vous pensez que ça vous a apporté, un truc positif, quoi? Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a plus tendance à parler du négatif, parce que c'est ce qui ressort quand même. Hein. Ouais. En positif, déjà, la pornographie, c'est un mot qui est extrêmement vaste. On va avoir tendance à penser automatiquement au contenu hardcore. Et en même temps, c'est normal, parce que c'est quand même la majorité. Maintenant, la pornographie, c'est pas que les vidéos X, c'est aussi la BD, c'est aussi la littérature, c'est aussi justement tout ce qui est podcast. Et ça connaît un engouement de plus en plus important. Et ça vient justement éveiller l'imaginaire. Donc on peut être dans quelque chose de pornographique, mais qui peut être artistique, qui peut être délicat, qui peut être drôle et qui peut être éducatif. Peut-être que ce qui manque dans les vidéos, mais je pense qu'il y en a, sauf que c'est minoritaire, ou alors c'est payant, et donc c'est pas ce à quoi on a accès en premier. Il y a aussi des vidéos pornographiques qui vont être dans la sensibilité, plus dans la relation, plus dans les préliminaires. Et voilà, s'il y avait plus de contenu qui ait cette intention de parler de sexualité, donc de relation, de connaissance du corps, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui à en parler autant. Mais le fait est qu'on est dans une pornographie qui est beaucoup axée performance, show, et c'est là où ça devient problématique. Stimuli, quoi. Il y a un côté un petit peu... Oui, c'est ça. Et puis le côté fast-food. Ouais, c'est ça. Il faut que ça soit rapide, efficace, hardcore. Et voilà, c'est quitte à choquer. Et on ne cherche pas le qualitatif de manière générale. Mais ça existe, du qualitatif. Après, moi, de par mon parcours, le côté positif, je le perçois surtout maintenant en tant qu'accompagnante. C'est-à-dire que c'est une expérience de terrain. Alors, ça ne reste qu'une facette. La sexualité, c'est pas que la pornographie. Mais c'est vrai que ça me permet d'être en lien avec le concret. Ça m'a permis d'observer beaucoup les rapports hommes-femmes, les pratiques sexuelles. J'ai été vraiment en immersion dans un milieu où j'ai pu vraiment voir, expérimenter. Je sais ce que c'est que l'addiction, je l'ai vécu, l'excès, la frustration. Enfin, voilà. Comme je l'ai vécu en tant qu'être humain, forcément, ça met du sens au concept. Donc, j'ai peut-être pas de diplôme en tant que psychologue. Mais par contre, j'ai une expérience qui me permet aussi d'être, en tout cas, en lien avec les personnes qui viennent me consulter. Et c'est ce qu'elles me disent. Bien souvent, ce qui ressort, c'est voilà, je connais votre parcours et j'avoue que ça me met en confiance parce que j'ai le sentiment que vous n'allez pas me juger et que vous savez de quoi je parle. Et ça, c'est la base, en fait, pour l'accompagnement, c'est de faire en sorte que la personne se sente accueillie. Après, j'ai quand même mes points de vue. Et je reste humaine avec mes failles, mais ça donne une autorisation. Et souvent, c'est ça qui bloque les gens, ils ne se sentent pas autorisés. Pour les hommes, par exemple, vous conseilleriez en fait, de manger plus sain, finalement. Si la pornographie devait être positive, ce serait plutôt chercher du contenu qui est moins... stimulation fast-food, quoi. Peut-être et puis tout simplement, peut-être de ne pas chercher du tout. De revenir au corps, de revenir à l'expérience personnelle. Ouais. Parce qu'on peut avoir une sexualité intense et fun sans avoir besoin de contenu pornographique. Okay. C'est juste une proposition porno, en fait.
Mais moi, c'est un conseil que j'évoque souvent, la masturbation et aux hommes et aux femmes. Alors encore plus pour les personnes qui sont en situation d'addiction, mais même de manière générale, justement, je les encourage à explorer et à voir déjà comment ils considèrent cet acte-là. Hein. Il y a des personnes qui sont vraiment dans la volonté de se défouler, de s'évader. Pour certaines personnes, c'est juste une manière de se relaxer. Moi, je leur propose d'envisager ça vraiment comme un moment avec soi-même, qui est de l'ordre du massage, et où, finalement, tout le corps mérite d'être exploré. Parce qu'on est très axé sur les parties génitales, mais la sexualité, c'est tout le corps est hétérogène. Donc, peut-être de revenir un peu plus à soi, parce que quand on est sur une image, on est projeté sur quelque chose qui est externe. Bien sûr que ça éveille une excitation, mais on parle aussi d'addiction aux écrans. On peut se retrouver à être quelque part dissocié de ça. Les très jeunes, en fait, qui ont grandi avec la pornographie, en gros, c'était qu'ils associaient pornographie et masturbation. Ils ne pouvaient pas concevoir la masturbation sans la pornographie. C'est une sorte, on appelle ça un ancrage, en fait. Et c'est hyper dangereux, parce que du coup, mais il est là le risque, c'est de rendre ce geste automatique. D'où l'importance de court-circuiter ça et de proposer autre chose et de leur expliquer les risques de ça, parce que le risque, c'est de s'enfermer là-dedans, d'avoir besoin de ça systématiquement, et du coup de ne plus être en mesure d'être excité de manière naturelle, quoi. Sans compter les répercussions que ça peut avoir sur la vision de la sexualité, sur le rapport à l'autre. Mais là, en fait, c'est notre génération, nous adultes, qui sommes responsables, en fait. Il y a une énorme hypocrisie, on n'arrête pas de taper sur le dos du porno, mais quand est-ce qu'on se décidera à vraiment mettre en place des solutions concrètes pour que les mineurs n'aient plus accès à ces contenus? Mais dès lors qu'on parle de solutions, à savoir, vérification d'identité, empreinte de carte bancaire, on crie au scandale en disant « Ah ouais, mais non, les données personnelles ». C'est bizarre parce que quand on s'inscrit sur Facebook, on s'en fiche sur OnlyFans, sur n'importe quel réseau social, ça va. Ouais. Mais là, ah ouais, mais non. Mais c'est hyper hypocrite au bout d'un moment. Ça touche à quelque chose d'intime. Il va falloir assumer ça. Ouais, c'est vrai. Et donc, nous sommes responsables, j'en fais partie, puisqu'en plus j'ai fait partie de cette industrie, j'ai contribué à générer cette image. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter d'être lâche et puis faire en sorte de donner une chance aux nouvelles générations de découvrir une autre sexualité. Mais c'est aussi valable pour le rapport aux écrans de manière générale. Enfin, je veux dire, mettre une tablette j'en vois combien au restaurant qui, pour avoir la paix, laisse le gamin avec sa tablette ou son smartphone. Comme ça l'occupe. Du coup, il n'y a pas de lien. Et puis, il y a ce recours systématique à un support. Donc, au départ, ce sont des dessins animés, ok, pourquoi pas. Mais n'empêche qu'il y a ce lien qui se crée et qui va faire que l'enfant, en grandissant, ne va pas stimuler son imaginaire, il va systématiquement avoir recours à ce support. Donc ça se reporte ensuite potentiellement dans la sexualité. À partir du collège, oui, je pense que c'est important de donner des clés en fait aux ados pour autour du consentement, mais pas comme concept, vraiment comme pratique. On n'est pas obligé en fait de leur parler du porno, mais juste de les amener à se questionner, à se dire ok, il y a peut-être des contenus que vous avez déjà visionnés ou auxquels vous allez être confrontés, et ça peut être tout type de contenu, hein. Ça peut être aussi des scènes de violence, ça peut être parfois les infos. Ok, comment vous vous sentez par rapport à ça en fait? Et dans quelle mesure vous faites la différence entre ce qui est réel et ce qui est fictif? Sauf qu'avec les réseaux sociaux, la télé-réalité, tout ça, ça brouille les pistes. Donc je pense que la meilleure manière de donner des chances aux nouvelles générations de se préserver, c'est les amener à se questionner, à développer un œil critique et à les ramener au corps aussi. Parler de sexualité, de prévention, à mon sens, avant même de parler de pornographie, c'est encourager déjà les jeunes à se connaître, à s'autoriser à dire oui, à dire non, et voilà, à prendre leur place et à gagner en confiance. Ouais. Si on ne leur propose pas ça, c'est normal qu'ils se tournent vers ce qu'ils peuvent trouver. Et en l'occurrence, bien souvent, ce sont les films X. D'amener à mettre de la conscience là-dedans, et puis
Effectivement, vous parliez de dopamine, peut-être que aussi juste d'expliquer comment fonctionne le système de récompense, en fait, qui va générer ensuite des comportements addictifs. Ça permet de mettre de la compréhension, de ne pas être dans un discours moral. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui explique comment les réseaux sociaux sont pensés pour générer justement la dopamine, stimuler le système de récompense, faire en sorte que les gens reviennent régulièrement et puis qu'à chaque fois, il y ait de la satisfaction. Dans le porno, c'est un peu pareil. C'est-à-dire en plus, c'est associé à un acte qui procure du plaisir. Donc c'est pour ça aussi que c'est aussi addictif. Il faut aussi savoir, c'est qu'en tant qu'être humain, on est un peu mal foutu par rapport à ça, c'est qu'on va toujours chercher plus. Il y a une accoutumance qui se fait. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une escalade de la perf et du côté hardcore dans les contenus. Du côté des spectateurs, parce qu'il y a une accoutumance, et puis il y a toujours la fascination du bizarre, de l'anormal. Donc il peut y avoir, je ne dis pas que c'est systématique, mais il peut y avoir cette curiosité qui pousse à chercher toujours plus. Ouais. Et finalement, ça donne des personnes en situation d'addiction qui n'ont plus de plaisir, qui n'arrivent même plus à se masturber, ou alors qui vont y passer des heures, mais qui vont tomber dans un état dépressif. Et qui en plus, ça c'est important de le dire aux jeunes, qui seront plus en mesure d'avoir un rapport. Donc il y a des troubles de l'érection, il y a des troubles du désir, donc ça peut aller très très loin. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais du côté de ceux qui produisent ces contenus, les acteurs et les actrices, il y a aussi une accoutumance. Il y a aussi une accoutumance. Donc je veux dire, quand on se retrouve à tourner quasiment tous les jours des scènes qui sont intenses, le corps finit par être insensibilisé. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut sentir, donc on fait plus. Mais on ne se rend pas forcément compte que là, on est en train d'être dans un système qui est plus de l'ordre de l'autodestruction que de l'épanouissement. Et là, je parle en connaissance de cause, je l'ai vécu. Mais c'est pas... Quand on est en immersion, on ne se rend pas compte de ça. Ouais. Et moi, c'était justement ça un peu aussi dans votre reconversion. Un truc qui m'intéressait, c'est, je me disais, une vie aussi intense. Enfin, moi, quand je lisais votre page Wikipédia, je me suis dit, comment revenir à une vie normale, entre guillemets, après ça, quoi. Après une vie, mais complètement... Enfin, je veux dire, je vais pas dire rêver, parce que j'imagine il y avait un petit peu des trucs, mais il y avait un petit peu la gloire, les paillettes, les sulfureux, oui, il y en a eu, le bien sexy, sûr. La reconnaissance, les prix. Enfin, ça avait l'air un peu intense, quand même. Justement, des sources de dopamine. Exactement. Et donc, du coup, d'un point de vue biologique, comment faire pour revenir, de redevenir sobre, finalement ? Ouais, c'est ça. C'est un processus qui prend du temps, qui passe par des prises de conscience. Et au bout d'un moment, ce qui va aider, comme dans tout comportement addictif, c'est d'arrêter. Alors, certaines personnes vont ralentir. D'ailleurs, ça a été mon cas. J'ai arrêté quand même, je me suis retirée petit à petit. J'ai changé de lieu de vie, d'environnement. J'ai pris de la distance. Donc ça m'a aidée. J'ai commencé à m'intéresser, à avoir de la curiosité pour d'autres activités, parce que pendant vraiment une dizaine d'années, j'étais que là-dedans. Donc au bout d'un moment, il y a une sorte d'enfermement. Mais vers la fin de ma carrière, par exemple, je me suis inscrite à des cours de danse. Ça peut paraître anodin, mais ça a participé à la prise de conscience. Je suis capable d'utiliser mon corps autrement. Je suis capable d'avoir de la satisfaction autrement. Je suis capable de me sentir femme, confiante, autrement que par ça. Et dans quelque chose qui est bienveillant, codé, et qui ne repose pas sur le côté sexué, même s'il y a de la séduction dans la danse. Mais ce n'est pas une séduction pour obtenir quelque chose de l'autre. Donc le processus, il passe par ça, et à un moment donné, de faire un deuil. Et pour permettre ce deuil de se projeter, de s'autoriser à se dire en fait, ça me fait flipper, je ne sais pas à quoi justement ressemble une vie normale. Ça va être à moi d'en définir justement, d'en donner une définition. Mais je m'autorise à m'imaginer que je peux avoir une vie différente, que je peux exister en dehors de ça. Donc ça, c'est quand même une sacrée motivation. Et puis il y a la saturation aussi. Moi, j'ai arrêté aussi parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plus rien à apprendre de ça, et qu'à partir du moment où j'avais plus rien à apprendre, j'allais vraiment m'abîmer. Donc il y a une alerte. C'est attention. Si tu restes là-dedans et que t'aimes pas ce que tu fais, qu'il y a plus de plaisir,
qu'il n'y a plus cette fameuse dopamine, oula, là, ça va être une sacrée souffrance, quoi. Donc voilà, et après, il y a la curiosité de apprendre aussi à être à nouveau débutant, à se dire, OK, là, je ne sais pas grand-chose. Moi, quand j'ai arrêté à mes 33 ans, je me suis retrouvée avec la même psyché que la jeune femme de 21, juste avant de commencer. Donc, introvertie, timide, c'est « Ah merde, comment on fait ? C'est quoi le mode d'emploi ?» Et bah oui, c'est vrai, ça fait peur, mais je crois que c'est aussi ça, accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout, accepter qu'on peut échouer, accepter la prise de risque, parce que bien souvent, quand on choisit ce type de métier, c'est pour avoir une sensation de puissance, de contrôle. Et à l'origine de ça, bien souvent, c'est qu'il y a un manque, il y a une blessure. Et pour certaines personnes, il y a eu un trauma, il y a eu un abus. Donc c'est le travail du sexe, bien souvent, c'est une manière de reconquérir son corps, de reprendre du pouvoir, de dire c'est mon corps, c'est mon choix, c'est mon plaisir, et que vous soyez d'accord ou non, allez vous faire foutre. Moi, c'est comme ça que je vais le vivre. Et c'était mon état d'esprit. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment cohérent de dire c'est mon corps, il m'appartient, et au même moment, bah, finalement, le diffuser, le disperser et se retrouver dans des situations où on n'a pas forcément envie. Donc c'est lâcher tout ça et c'est de l'introspection, c'est se faire accompagner aussi. Hein. Moi, j'ai eu une thérapeute en hypnose, ça m'a beaucoup aidée. C'est ce qui m'a aussi encouragée moi-même après à me former. Donc ça demande du temps et puis une certaine indulgence envers soi-même, de se dire oui, je peux retomber, oui, je suis en flip, mais c'est OK, en fait, ça va aller. Donc il faut s'entourer aussi. Souvent, il y a la solitude, il y a l'isolement. Justement, je voulais vous parler de la solitude parce que finalement... trop forte quand même. Hein. Ouais. Super transition. Transition incroyable. Non, mais parce que, en fait, pour moi, fondamentalement, la problématique de la pornographie, elle vient de la solitude, en partie, ou du moins, je ne sais pas trop qui de l'œuf ou de la poule, mais en tout cas, c'est sûr que la pornographie, justement, dissocie un peu les gens, qui les rend de plus en plus solitaires, que ce soit dans leur façon de prendre du plaisir, ou même les coupes, justement, comme ça, c'est peut-être les écrans aussi, la pornographie n'en étant qu'une partie, mais les coupes, en fait, de la... comment on pourrait dire, de l'apprentissage de la communication avec les autres. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que la pornographie accentue cette chose-là, qui fait que ça devient un espèce de cercle vicieux, quoi. Moi, j'ai le sentiment que la pornographie, c'est un peu comme une loupe grossissante de la société, avec ses projections, ses fantasmes, mais aussi avec ses manques, avec ses besoins. Ça parle aussi, bien sûr, du rapport homme-femme. Mais là, j'évoque la pornographie hétéro, mais il y a aussi la pornographie homosexuelle. Hein. Et pour ce qui est de la solitude, oui, c'est un vrai sujet. On l'a bien vu avec les confinements, parce que ça a réveillé chez les gens comme angoisse. Alors bien sûr, il y a le contexte dans lequel on vit. C'est pas la même chose que d'être seul dans un manoir du 19e. Je me projette très bien d'ailleurs. Et dans un studio de 20 mètres carrés, avec des voisins qui sont bruyants, bien sûr que ça va jouer, le contexte. Le fait d'être proche de la nature ou non, ça joue. Mais je trouve ça intéressant de voir comment le principe même de se retrouver seul peut être un générateur d'angoisse pour beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'on est mal avec soi-même ? On devrait être... la personne qu'on aime le plus au monde, sans être dans le côté narcissique. D'ailleurs, être narcissique, ça ne veut pas dire s'aimer, hein, pas forcément. C'est vrai. C'est plus le rapport à l'image. Mais ça dit quelque chose, en fait, de nos besoins, le besoin d'être en lien avec les autres, le besoin de reconnaissance, le besoin de pouvoir être accepté, de pouvoir s'exprimer. Donc, certaines personnes, en fait, à défaut de pouvoir... de se sentir, accepté par quelqu'un, ils vont, par dépit peut-être, se tourner vers des choses où, au moins, il y a moins de risques de déception. Donc, ça va être porno, jeux vidéo, le recours aux escortes. Attention, je ne dénonce pas
Les jeux vidéo, Ouais. ça peut être génial. Je suis en train de découvrir ça, d'ailleurs, c'est génial. Ce que je veux dire, c'est que le risque, c'est quand on s'enferme et qu'on ne se donne plus une chance d'être en lien. C'est pour ça que, pour moi, l'une des solutions pour éviter de s'enfermer, c'est de cultiver le lien social. Et cultiver le lien social, ça ne veut pas dire avoir le max de followers. Oui, c'est marrant. Ouais. Ça veut dire Ouais. d'oser affronter le réel Mhm. avec ses déceptions, mais aussi avec ses bonnes surprises. Pour moi, il y a un film qui est génial, qui parle très bien de ça, c'est Her, avec Joaquin Phoenix Ouais. et la voix de Scarlett Johansson, qui parle de ça. C'est est-ce que je préfère une illusion parfaite dont j'ai le contrôle, et encore, pas tant que ça, en Ouais, l'occurrence. À un moment donné, on peut se sentir dépassé, on peut se sentir rejeté aussi par sa communauté, ou est-ce que j'accepte d'être face au réel en sachant que j'ai pas de garantie, en sachant que oui, je peux être quittée en fait. Je peux être quittée, je peux être évaluée, ça peut réveiller beaucoup d'anxiété, beaucoup de blessures, mais est-ce que ça vaut pas le coup en fait de prendre ce risque-là, parce qu'il y a tellement de belles choses. Et je veux témoigner là-dessus, c'est possible. C'est possible. J'étais la première à ne pas croire au couple et à être très défaitiste par rapport à ça. Ouais. Et je crois que si aujourd'hui je suis heureuse, épanouie dans mon couple et que je me sens pleinement reconnue, acceptée, c'est parce que je me suis autorisée à le faire. Je me suis reconnue. Et c'est passé par ces prises de risques, c'est passé par le fait d'oser. De prendre une place et ensuite justement d'être dans une relation qui puisse être saine. Donc je pense beaucoup que ça vient de soi, un travail sur soi, mais aussi d'aller vers les autres. J'ai l'impression que ma génération a foiré quelque chose par rapport à l'éducation des enfants. Je vois que ce soit dans les activités sportives, par exemple, arts martiaux, danse classique. Avant, il y avait vraiment un cadre, des règles. Je parle vraiment comme la baronne du Visiteur du futur. Mais vraiment, moi, le sens de la discipline et de l'effort. Alors, je ne dis pas d'être masochiste et on n'est pas non plus, faut souffrir pour mériter d'être heureux, parce que ça aussi, c'est dangereux, ça a ses limites. Mais par contre, la confiance, la force, ça se gagne, et ça se gagne en expérimentant et en se prenant des échecs dans la figure, d'être déçu. C'est ça, avancer en fait. Les héros qui nous inspirent au cinéma, Ouais. ce sont des gens qui passent par des moments de deuil, de déception, de trahison et qui surpassent tout ça. Ce ne sont pas les gens pour qui tout est facile. Donc ça dit quelque chose aussi des valeurs d'aujourd'hui. Moi, je suis très old school par rapport à ça, mais bon. Le principe de la transgression, c'est de transgresser un cadre. Et donc, il en faut un. Ouais. Et puis, être adulte, c'est faire le choix entre ce dont on a hérité et finalement ce qu'on considère être important. C'est faire le tri dans tout ça. Mais il faut bien un cadre au départ. Et on ne veut pas de cadre. La liberté totale, c'est impossible. À partir du moment où on vit en société, il faut bien à un moment donné poser des interdits. Donc, on est mal barré. Ouais. Mais j'ai quand même le sentiment Ouais. qu'au bout d'un moment, en fait, on fonctionne par cycle. Et que, à force d'être dans l'excès, on prépare le terrain pour l'excès opposé. Et s'il y a, alors j'ai pas de statistiques, de plus en plus de jeunes qui se tournent vers la spiritualité, la religion, le développement personnel, l'écologie, c'est parce qu'à un moment donné, c'est oula, en fait, là, on va droit dans le mur. Donc chacun va après choisir la voie qui lui semble la plus juste. Mais je ne serais pas étonnée que les enfants de nos enfants soient beaucoup, beaucoup plus stricts et qu'il y ait un retour en fait à un ordre. Maintenant, le risque, c'est de tomber encore une fois dans un extrême. Un peu comme dans La Servante écarlate, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. On verra. Il y a des rapports, là, Laurine faisait un article dessus, qui disait qu'il y avait une augmentation de la misogynie chez les jeunes. Mm-hmm. Et justement, quand elle est allée demander dans la rue
aux jeunes, en fait, justement, oui, vous, est-ce que vous voyez cette augmentation ? Beaucoup répondaient, c'est le porno, en fait. Ouais. C'est la pornographie qui, en fait, un peu déshumanise l'autre, en fait, finalement. Oui, puis quand on parle de pornographie, moi je pense que de manière plus large, j'ai même l'impression que c'est encore plus dangereux. Ce sont tous les contenus non pornographiques, mais qui ont une connotation pornographique sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est quand même la vitrine des escortes. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça. Moi, je regarde des vidéos de pandas, beaucoup. Des hérissons. Des petits trucs mignons. Et donc, quand j'ai des suggestions de vidéos de contenu, c'est que des paysages, du yoga, des choses très mignonnes. Mais il y a les algorithmes. Et donc, les personnes qui, au départ, sont dans la curiosité, risquent après de se retrouver inondées de contenus hyper sexualisés. Et j'ai même le sentiment que ça, c'est encore plus grave, quelque part, que la pornographie. Parce que la pornographie, à la limite, même si elle est accessible, il y a quand même une démarche, alors que là, oui, ça t'arrive. N'importe quel gamin qui a 8 ans tombe sur ces nouveaux critères, en fait, et critères physiques aussi. Et j'ai l'impression que c'est même encore plus dangereux, ça. Ouais, c'est ce qu'on a appelé le soft porn, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, ce soft porn, il a aussi un double effet qui se coule, c'est que non seulement donc, il a ce truc de sexualiser très, très, très jeune, potentiellement, les enfants, mais aussi, il y a ce truc où ça devient un déclencheur, en fait. Pour ceux qui ont une addiction à la pornographie, voir une image légèrement... Bien sûr, machin, ça crée de la tentation. Voilà, ça les amène à aller ça crée de la reproduire, tentation, il y a l'envie aussi de s'identifier, parce que comme il y a de nouveaux codes physiques, au bout d'un moment, on a beau être, quel que soit l'âge d'ailleurs, on a beau avoir du recul, quand on est toujours exposé à un type de physique, c'est normal qu'à un moment donné, on se regarde dans la glace et on se dise « Oula, mais moi je ne ressemble pas à ça ». Et d'ailleurs, une explosion de la médecine esthétique et de la chirurgie chez les jeunes. Donc moi aussi, j'ai recours à la médecine, à la chirurgie esthétique, j'ai modifié mon corps et je suis... très heureuse de l'avoir fait, pas surtout, mais donc je dénonce pas ça. Je trouve que ça peut être un outil hyper, c'est une chance quelque part, mais il y a son revers. Et le revers, c'est d'être encore une fois dans cette notion de besoin, de perf, et de ne jamais être satisfait. Et en fait, là aussi, il y a de la dopamine. C'est je transforme mon corps, j'en prends possession. J'attire les regards. Ah, ok. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand j'attire moins les regards ? Et c'est là qu'en fait, que la boucle se met en route. Il y a de plus en plus de troubles de la dysmorphophobie, où justement, on ne se voit plus tel qu'on est et on veut être l'autre. Encore une fois, on en revient à la dissociation. Donc, c'est pas tant le fait qu'il existe des contenus porno, qu'il existe de la chirurgie ou des écrans. Tout ça, ça fait partie de notre monde, on ne va pas le remettre en question, mais le problème, c'est le côté systématique. Et le fait qu'à un moment donné, ça devienne le recours naturel. Et donc, il y a une pression de la performance des deux côtés. Tout à fait. Et peut-être que pour les filles, c'est un peu plus sur le physique, l'apparence, ouais, et les garçons sur l'acte. Ouais. Dans les deux cas, moi, je les encourage à être indulgents envers eux-mêmes et envers l'autre. Parce qu'il y a ça aussi, il y en a plein qui génèrent des blocages parce qu'à un moment donné, le ou la partenaire va faire une remarque. Donc de ramener au naturel sur le fait que on est humain, c'est normal d'avoir le trac, c'est normal de redouter de pas se sentir à la hauteur, mais que dans une relation amoureuse, on ne devrait pas se sentir en compétition. Et que si l'autre nous met dans cette posture-là, alors vaut mieux se barrer en fait. Et c'est pour ça que la question comment tu te sens avec l'autre, pour moi, elle est essentielle. C'est je me rends compte que quand j'ai rendez-vous avec mon copain, j'ai la pression, je me sens stressée, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur qu'il me rejette. En fait, choisissez vos partenaires déjà en fonction du ressenti. C'est si je me sens bien, est-ce que je me sens en sécurité, est-ce que je me sens respectée, est-ce que je sens que j'ai le temps. Je crois que c'est ça aussi qui est très important à rappeler. Prenez votre temps. Alors, quand on est jeune, c'est difficile de l'appliquer. Bah ouais. Mais Et puis aussi, là, justement, on parle dans le cadre d'une relation. Mais en fait, le problème avec les femmes, c'est que ça vient avant même la relation, puisque si on ne se sent pas sexy, si on a l'impression qu'on ne peut pas attirer le regard des hommes,
alors on n'est même pas dans la relation, puisqu'on ne va pas trouver... on ne va même pas être ouverte à se laisser regarder, par exemple, ou parce qu'on va être tellement complexé de tout que mais même quelqu'un... Tout part de l'estime de soi. Ouais, mais il y a aussi un truc, c'est qu'il y a des hommes comme des femmes qui ont des physiques hyper performants, on va dire, mais qui n'ont pas du tout confiance en eux. Hein. C'est vrai. Et parfois, justement, ça peut être le symptôme. Plus vous êtes face à quelqu'un qui a été dans la transformation, plus ça peut être le signe justement d'un manque de confiance et à chaque fois, c'est une quête désespérée pour avoir toujours plus. C'est bien de se poser cette question-là et ça permet d'avoir un autre regard. Tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne-là se montre toujours ultra maquillée, toujours ultra apprêtée, au-delà du plaisir d'être dans la mode et tout ça. Ouais, mais pourquoi c'est toujours Peut-être que vous êtes face à quelqu'un justement qui n'a pas du tout confiance et qui est dans un besoin désespéré d'attirer l'attention. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ? L'estime de soi, ça se nourrit, encore une fois, aussi en faisant d'autres choses, en n'étant pas que dans l'image. Si on est dans l'image et dans le rapport aux autres, dans leur regard, on se piège. Donc je pense que c'est important de rappeler, tu sais, plus tu vas attirer son attention et plus tu te rends vulnérable. Pour finir un petit peu ce truc-là, est-ce que vous auriez, je sais pas, un conseil général ou peut-être une anecdote ou quelque chose, un truc un petit peu... une anecdote. Ça pourrait être marrant d'avoir des anecdotes. Alors, si je suis dans le général, ça reste mon point de vue et encore une fois, il y en a qui ne le partageront pas. Moi, j'encourage beaucoup à ramener la sexualité à la relation, à soi, à l'autre, à sortir du piège de l'image pour retourner au ressenti. Quand je dis ressenti, il y a les sensations, mais pas que. Parce que l'argument, oui, j'ai du plaisir, donc ça va. Quand on sait comment fonctionne le cerveau, c'est pas si simple. On peut avoir du plaisir dans une relation abusive. Donc c'est très délicat comme sujet. Mais d'être dans le ressenti, en fait, et donc dans l'émotion. Est-ce que j'ai de la joie, en fait, dans ma sexualité ? Comment je me sens pendant ? Comment je me sens après ? D'être attentif à ça. Et d'être attentif à l'autre. J'espère que ce que j'ai exprimé aujourd'hui ne sonnait pas comme un jugement ou un reniement. C'est surtout une prise de distance qui me permet aujourd'hui de comprendre en fait ce qui a motivé mes choix et puis de réaliser que non, c'est pas en faisant du porno qu'on devient femme, qu'on devient fort, qu'on devient un super bon coup, qu'on est plus aimé. On a cette sensation-là. Ouais. Et bien souvent, cette sensation, elle apporte beaucoup de réconfort. Mais je peux vous dire que moi, quand j'ai arrêté le porno, en fait, je me suis retrouvée complètement démunie en me disant, merde, en fait, maintenant que je suis plus derrière mon personnage et mon masque, j'ai les mêmes peurs que n'importe qui d'autre. Mais c'est super, en fait, parce que c'est ça, être humain. Donc, je pense que la vraie force, c'est accepter, justement, qu'on ne contrôle pas tout. Et en fait, c'est bien cool parce que du coup, on peut avoir plein de jolies surprises, quoi. Ok, c'est une incroyable... J'adore cette conclusion. C'est vraiment... merci beaucoup, c'est très intéressant. Et puis... Merci. Voilà. Merci pour ces questions très intéressantes aussi. Parce que j'espère qu'on a... J'accepte de moins en moins les interviews autour de la pornographie, mais quand les questions sont pour moi des questions qui permettent d'avancer, de mettre de la conscience, d'être dans vraiment une vraie discussion. Je suis toujours heureuse d'y répondre, donc merci.